Bonsoir Michel Houellebecq, soyez le bienvenu. Je vois que vous avez amené un dossier. Vous nous direz peut-être pourquoi tout à l'heure. C'est parce qu'il y a un débat sur l'euthanasie après. Voilà, parce que documents. Dans quelques instants, Raphaël Enthoven nous rejoindra. Vous avez des vues opposées sur ce débat qui est très important pour vous. Vous dites c'est fondamental pour la société française. Est-ce qu'on instaure une aide active à mourir ou pas, l'euthanasie ou pas, et vous en débattrez avec celui qui pense au contraire qu'il faut passer ce pas, Raphaël Enthoven. Quelques mois dans ma vie, c'est donc le nom de cet ouvrage, donc rien à voir avec vos romans. C'est une centaine de pages où vous revenez sur les controverses qui ont marqué votre vie récemment, qui vous ont beaucoup affecté, et vous n'êtes pas tendre avec vous-même dans ce livre. J'ai relevé la vanité, la bêtise, pour ne pas dire davantage, et d'autres termes choisis, la grande naïveté également. Alors juste avant de rentrer dans le détail de ces controverses, de vous écouter sur ces explications, la question qu'on peut se poser, c'est un grand écrivain comme vous, mondialement réputé, est-il à ce point sensible à sa réputation, au bruit médiatique, qu'il en vient à écrire un livre uniquement pour s'en expliquer? Je sais que vous avez dit que pour vous c'était une forme d'exorcisme aussi, pour vous aider vous-même. Mais on se dit, il doit être au-dessus de ça, oui, Michel Houellebecq. Donc non, ça vous atteint. Ben non, au contraire, on devient plutôt en dessous de ça. Enfin, c'est pour ça que je termine sur Gérard Depardieu, en fait. Et pour dire que lui a vraiment compris ça. C'est devenu une espèce de devoir professionnel de m'intéresser à mon image, protéger mon image. Parce qu'on avait l'impression qu'auparavant, vous vous en souciiez peu, Oui. et qu'au contraire, vous aviez un certain goût de la provocation, Oui, du rebrousse-poil. il y a deux choses différentes dans ce livre. Enfin, il y a deux sujets principaux. Le premier, c'est une suite de mes controverses avec l'islam, en fait. Bon, sauf que là, effectivement, j'ai changé d'avis, ça va m'en reparler. Le deuxième, qui est plus nouveau, ça touche à ma vie privée. Je ne pensais pas avoir atteint un niveau de célébrité suffisant pour être embêté là-dessus. Et ça vous a profondément Oui, bouleversé même, oui, empoisonné la vie. Par exemple, vous pourriez, si vous voulez, être embêté pour du privé. Parce que, ou bien vous, un acteur, un chanteur, enfin un homme politique, évidemment. Moi, je ne pensais pas que ça pourrait m'arriver. Et ça vous a vraiment profondément affecté, au point que vous dites, alors je ne sais pas si c'est dans le livre ou à Valérie Toragnan dans Le Point, à ce point que vous étiez tellement atteint que vous n'arriviez plus à vous laver, vous n'arriviez plus à aller faire vos courses au Monoprix. Et pour vous, le Monoprix, vous avez cette formule très Houellebecquienne, le Monoprix, c'est mon vrai contact avec le monde réel. Mais disons que là, en fait, la vraie... Mais comme j'en connais pas, si vous voulez, je ne sais pas si la comparaison est bonne, mais les gens qui ont, par exemple, qui ont une sextape, mettons, donc ils sont... on est saisi de paranoïa parce qu'on se dit que tout le monde l'a vu et tout le monde ricane. En fait. Le sentiment de honte. Oui, sentiment de honte, et puis, puis ça développe une paranoïa, on n'ose plus vraiment sortir dans les endroits où il y a des gens. Et le Monoprix, c'est votre vrai contact avec la vie réelle? C'est le plus courant, ça c'est le plus fréquent, oui. Oui, j'aime bien le Monoprix, oui. Vous parlez avec les vendeuses Quand elles ont le temps, oui. Et c'est vrai que beaucoup de gens, enfin bon, moi j'en suis pas là, j'ai des contacts par ailleurs, mais par exemple les personnes âgées ont souvent l'impression que c'est leur seules paroles qu'elles prononcent dans la journée, quoi. Leur moment d'échange avec la vendeuse, enfin. Alors, oui. Voyons-les, ces polémiques. La première, vous l'avez dit, elle a trait à l'islam. Dans un entretien avec Michel Onfray, vous faisiez un lien plus ou moins direct, mais enfin qui a été vraiment ressenti comme un lien direct entre islam et délinquance. Suite à un entretien avec le recteur de la Grande Mosquée de Paris, qui avait menacé de vous faire un procès, vous avez dit « je rectifie ce passage ». Vous aviez relu l'entretien, mais vous dites « j'ai pas fait attention, mea culpa ».
Là, vous dites, je renie mes propos, je m'excuse. Oui, les propos, ça ne va pas du tout. Alors, je vais citer la phrase telle que vous la réécrivez. Le souhait d'une grande partie de la population française. Donc, ce n'est pas la phrase qui a fait polémique, c'est la manière dont vous la réécrivez à partir du moment où vous aviez fait ce lien entre islam et délinquance. Le souhait d'une grande partie de la population française, de souche comme on dit, n'est pas avant tout que les musulmans s'assimilent. Dès qu'ils réfléchissent, ces Français de souche se rendent compte que la pratique assidue d'une religion, quelle qu'elle soit, n'est pas compatible avec la délinquance, que ce sont deux choix de vie radicalement différents, mais on ne réfléchit pas quand on a peur. Et ce qu'ils savent aussi de manière empirique, c'est que les quartiers où les musulmans sont nombreux sont également des quartiers où les délinquants sont nombreux. Nous n'avons pas affaire à un problème de religion, mais à un problème de délinquance. Donc vous avez changé de regard, changé d'avis. Oui, mais disons, c'est... À un moment donné, je dois être été victime d'une analyse qui se généralisait. Pourtant, j'aurais dû le savoir, parce que, disons, sans revenir sur l'ensemble des endroits où j'ai vécu, dès l'âge de 11 ans, j'ai vécu dans des endroits qui n'étaient pas forcément extrêmement sûrs. Si vous voulez, le premier, c'était une zone qui avait été dans la campagne, mais qui était en voie de banlieue, transformée rapidement en banlieue. Et Meaux, par exemple, était en train de devenir une ville dangereuse. Et puis, en plus, une grande partie de ma famille habitait là, en plein milieu du 93, qui craignait déjà à l'époque, quand même. Donc, si vous voulez, les problèmes de la délinquance dans les banlieues, non seulement je les connais depuis longtemps, quoi. Et je les connais depuis que je suis préadolescent. Mais mon chemin de Damas, si je puis dire, ça a été de me ressouvenir des émissions de Maurice. L'animateur radio de Skyrock, 90, qui parlait beaucoup de la délinquance dans les banlieues, qui connaissait bien lui-même, mais qui ne parlait jamais de l'islam. Parce que c'était pas lié, quoi. Enfin, c'est pas lié. Et en y réfléchissant, non seulement l'islam n'a pas aggravé la situation, mais je pense qu'il l'arrange plutôt. Dans la mesure où, effectivement, les gens qui se dirigent vers une pratique assidue ne se dirigent pas vers la délinquance en même temps, quoi. Vous aviez parlé, ou plutôt écrit, trop vite. Oui. Oui. C'est ça qui surprend, parce qu'on se dit, Michel Houellebecq, c'est un de vos sujets, la religion d'une manière générale, l'islam aussi, sur lesquels on a le sentiment que vous aviez beaucoup réfléchi. Et en fait, pas tant que ça. Vous le dites d'ailleurs dans le livre, hein, vous dites, je pense très lentement. Pas tant que ça, oui, j'ai pas assez réfléchi. Par ailleurs, il y a aussi le fait que, je parle aussi peut-être pas dans le livre d'ailleurs, du livre d'Emmanuel Carrère, V13, qui a suivi le procès des terroristes du Bataclan et tous les cafés. Et effectivement, on n'a pas l'impression que ces gens soient tellement pieux en réalité. C'est-à-dire que l'islam est un prétexte, quoi. Parce qu'il y a toujours... s'il y a des guerres, c'est aussi parce qu'il y a des gens, en général des hommes plutôt jeunes, qui ont envie de faire la guerre. Et je pense que l'islam est un prétexte qui... Et la religion a souvent été un des meilleurs prétextes pour faire la guerre en toute bonne conscience, quoi. Vous revenez sur un autre passage qui a fait débat et qui concerne la possibilité d'une guerre civile si des territoires entiers sont sous le joug de l'islam. Et vous dites, pour préciser ma pensée, vous dites, je n'ai jamais souhaité appeler à cette hypothèse. Je pense que cela va de soi et qu'on l'avait bien saisi, en tout cas pour ceux qui avaient lu honnêtement vos propos. En revanche, on avait cru comprendre que pour vous, c'était une hypothèse plausible. Et vous dites, là, je reviens là-dessus, et je dis, je n'y crois pas dans un futur proche. A priori, ça n'est pas vraisemblable, mais il ne faut pas l'exclure, parce que ce sont souvent les minorités qui font l'histoire. Vous pensez que c'est possible, une guerre civile ? Oui, mais disons, je pense je dis qu'on en est loin, parce que d'abord, la police peut encore pénétrer à tous les territoires en y mettant les moyens. On n'a même pas commencé à faire intervenir l'armée, qui a d'autres moyens que la police, quoi. Et donc, c'est pas pour demain matin. Mais il est vrai que parfois, dans certaines situations, les cas que je cite, il est surprenant
que ce soit les robespierristes qui soient arrivés au pouvoir en fin de compte, quoi. Il est surprenant que ce soit les bolcheviks qui soient arrivés au pouvoir. Des minorités. Vraiment des ultra-minorités, même au début. Et pourtant, c'est eux qu'on finit par faire l'histoire. Donc il faut se méfier. Mais on pourrait vous dire, il y a des pays où il y a des quartiers entiers qui sont islamisés. On pense à la Grande-Bretagne, voire à la Belgique, et où finalement c'est un autre modèle. C'est le communautarisme. Il n'y a pas de confrontation. Il n'y a pas de... Oui, il n'y a pas de confrontation. Oui, c'est vrai. C'est vrai, je pense qu'on insiste trop sur l'assimilation aussi. Bon, moi je prends l'exemple du quartier chinois parce que c'est le seul que je connaisse, vraiment. Mais les vieux Chinois étaient très peu assimilés et très appréciés. Donc l'assimilation n'est pas forcément... C'est-à-dire qu'elle se fait, en fait, hein, l'assimilation. Elle se fait parce que les jeunes vont à l'école et les vieux Chinois travaillaient contre Chinois. Et les jeunes Chinois ont envie de travailler dans les entreprises françaises, donc l'assimilation se fait, mais c'est pas la peine de forcer le processus, quoi, je veux dire. Mais bon, est-ce que le communautarisme marche mieux? C'est pas évident. Enfin, je veux dire, il y avait tout autant de djihadistes partant en Syrie qui venaient d'Angleterre que de France, quoi. Donc de ce point de vue-là, non, c'est pas plus un succès que nous, quoi. Alors, la deuxième polémique, c'est le film pornographique tourné, dites-vous, à votre insu. Donc, vous baptisez poétiquement les 3 protagonistes de cette affaire qui vous ont arnaqué le cafard, la vipère, la truie. C'est très La Fontaine, d'une certaine manière. Alors, moi, ce qui m'a frappé, on ne va pas rentrer dans tout le détail de cette polémique, parce que d'une certaine manière, effectivement, c'est votre vie. Et puis aujourd'hui, la dernière décision de justice qui a été rendue, elle va finalement dans votre sens. Vous avez un droit de regard sur ce film. Mais au départ, vous acceptez d'être filmé avec votre femme, avec une autre jeune femme, celle que vous baptisez la truie, dans une scène sexuelle à 3. Donc, ce qu'on pourrait appeler un film pornographique amateur, qui devait être diffusé sur Internet. Finalement, vous avez été furieux parce que ce film, ces images-là, devaient avoir une autre destination que vous n'aviez pas prévue, rentrer dans le film. Mais Michel Houellebecq, ce qui m'intéresse, c'est que vous étiez prêt à le faire. Oui, je ne suis pas contre le principe, oui. Et vous comprenez que ça peut surprendre. Le plus grand écrivain français qui se dit, oui, je vais tourner dans un porno amateur qui va être diffusé. Alors, qui va être diffusé sur un site Internet qui n'est pas très fréquenté, mais diffusé tout de même. Oui, en principe, OnlyFans, il faut être inscrit. Enfin, c'est peu de gens, quoi. Disons que je ne m'attendais pas du tout, par exemple, à avoir une bande-annonce sur YouTube, quoi. Ça, ce n'était pas prévu, enfin, du tout. Mais sur le principe, vous estimiez que c'était plutôt quelque chose d'agréable à faire. Je ne suis pas contre, oui, sur le principe, je ne suis pas contre. Vous comprenez que ça peut surprendre? Je comprends, mais oui, je comprends que ça puisse surprendre, mais ce qui m'a déplu, c'est... Oui, c'est les méthodes du réalisateur. C'est les méthodes. C'est les méthodes du réalisateur. Voilà, mais vous dites, en fait, à l'occasion de cet épisode... Je ne suis pas hostile à la pornographie amateur, quoi, du tout, en fait. Oui. Oui, non. Vous en faites même, d'une certaine manière, l'éloge. Oui, il y a des films qui me plaisent bien, oui. Et ce sont presque des pages assez belles sur la sexualité d'une manière générale et le partage de sa sexualité, c'est-à-dire les couples qui diffusent leurs films, et vous dites, c'est d'une certaine manière du don. C'est de l'amour et du don. Il y a deux choses. Je dis que je comprends très bien que des couples fassent ça. Mais par contre, c'est vrai que ça m'était jamais... ça m'était déjà arrivé de le faire, hein, personnellement. Par contre, de le diffuser, jamais. Là, il y a autre chose quelque chose qui m'échappe quand même, quoi. Qui vous échappe parce que c'est dans la mode de je cuisine un poulet, je vais le filmer et le diffuser. Je mets des images, oui, je trouve ça curieux, mais je pense que c'est parce que c'est une question de génération, ça, je pense vraiment, quoi. Je suis trop vieux pour comprendre ça.
pour faire des selfies. Mais vous étiez disposé à le faire. Oui, mais je pensais que OnlyFans, c'était vraiment restreint à un petit public de fans. Enfin, le nom, oui. D'une manière générale, il y a de belles pages sur le sexe aussi. Ces scènes sont très présentes dans vos livres. Et là, vous dites... alors, vous dites d'abord, je vais retrouver la phrase exacte, c'est ce qui m'est arrivé de plus beau dans la vie, je crois. On va retrouver cette phrase. La vie sexuelle, pour vous, c'est d'une certaine manière la plus grande joie de votre vie. Vous avez des pages où vous dites « je ne comprends pas qu'on assimile ça parfois au mal, notamment dans les religions ». C'est incompréhensible pour moi, oui. Effectivement, là, il y a... un bonheur. Il y a un bonheur et c'est vrai que j'arrive pas à faire le lien avec le mal. Enfin, il y a quelque chose qui va pas. J'arrive pas à faire coïncider les deux. Et c'est vrai qu'il y a une tendance à l'imitation de choses qui doivent venir du puritanisme, mais anglo-saxon, enfin de certains protestants, mais qui, moi, m'est tout à fait étranger. Je n'ai jamais été comme ça, quoi. Le sexe et l'amour. Pourquoi est-ce que vous n'aimez pas les féministes? Vous le redites dans le livre. Je pense pas qu'elles contribuent à améliorer les relations humaines, non. Promouvoir l'égalité homme-femme, oui. c'est pas un objectif noble? Si, pour les salaires, si, mais enfin, je veux dire, elles ont quand même réussi à installer une ambiance de défiance. Enfin, j'aimais beaucoup Philippe Murray, que j'ai bien connu, et par contre, je croyais pas ce qu'il avait prévu, c'est-à-dire que par le biais du féminisme, une forme de puritanisme allait revenir, et c'est quand même à ça qu'on assiste, malgré tout. Une forme de puritanisme. Oui, et puis une méfiance dans les rapports qui fait que... je connais... D'après le peu que je connais des jeunes, quoi, les rapports sont moins aisés qu'ils l'étaient dans ma propre jeunesse. Il y a une méfiance. Et vous dites, je ne crains pas le trop-plein de sexualité, je crains plutôt la sexualité, c'est-à-dire l'absence de rapport physique et humain. Oui, là, il y a une tendance à la diminution. Bon, là, il n'y a pas que le féminisme, du tout. C'est même pas la principale cause. À mon avis, la virtualité est quelque chose de beaucoup plus dangereux. On n'en est pas au point des pays asiatiques les plus avancés, où les gens qui restent chez eux, qui n'ont plus de vie que virtuelle et qui n'arrivent plus à avoir de contact réel. Mais quand même, c'est une tendance qui se développe. Et d'un mot sur le féminisme, est-ce qu'il ne faut pas faire une différence entre féministe et féministe? C'est-à-dire le féminisme tel qu'on l'a beaucoup connu avant ces toutes dernières années, où il y a une catégorie de féminisme qui peut être effectivement très irritante parce qu'elle joue vraiment le rapport de conflictualité. Avant, c'était quand même un combat pour ouvrir des comptes en banque, pour un divorce équitable. Oui, ça d'ailleurs, je le dis explicitement, que les féminismes contemporaines sont beaucoup plus désagréables que leurs aînés, oui. Bon. Alors, vous faites une mise au point aussi sur vos opinions politiques. Les médias, récemment, ont vu en vous, ont dénoncé votre proximité avec l'extrême droite. Alors ça vous agace, ça vous blesse même, je crois que vous le dites. Et vous dites même, je ne suis pas de droite. Même, je ne suis pas d'extrême droite, mais je suis pas. Vous n'êtes pas un progressiste quand même, Michel Houellebecq. Non, je ne suis pas un progressiste, mais c'est vrai que je suis plus à l'aise dans ce genre de conversation depuis que le mot populiste est apparu, parce que ça me correspond mieux que droite. Disons que je ne suis pas... droite, ça impliquait un libéralisme très prononcé qui n'a jamais été le mien, quoi. J'ai toujours été pour un certain niveau de redistribution sociale. Populiste, je le suis clairement dans le sens où je partage la volonté de plus de démocratie directe. Les référendums. Des référendums, et c'est vrai que je fais partie des gens qui ont très mal pris
le fait de ne pas tenir compte du non au référendum sur le traité de Lisbonne, vous voyez. Tout ça me rapproche de ce qu'on appelle les populistes, oui. Mais est-ce que vous n'êtes pas réactionnaire, au sens où pour vous, c'était mieux avant, quand il y avait moins d'Europe, moins d'immigration, peut-être plus de liens directs entre les gens, moins d'individualisme? Par certains côtés, oui, c'était mieux avant, mais pour être réactionnaire, vraiment, il ne suffit pas de dire c'était mieux avant. Il faut penser qu'on peut retourner en arrière, quoi. Et c'est vrai que dans ce qui se dégage dans l'ensemble de mes livres, c'est que la sensation que tout est irréversible, quoi. Donc on ne retournera pas à ce qui était mieux avant. C'est foutu, quoi. C'est foutu. Et, pas tout est foutu, mais il y a des choses qu'on ne retrouvera pas. Bon, je pense que l'Europe est une erreur, effectivement, parce que ça détruit de la diversité. Là, par contre, l'Europe, on peut revenir en arrière, c'est possible. Les Anglais l'ont fait. Vous êtes profondément souverainiste. Oui, profondément souverainiste. Bon, sur d'autres aspects, ça sera plus difficile, oui. Je ne sais pas, par exemple, il va falloir supporter certains défauts d'Internet. Si vous voulez, ça, on n'y peut pas grand-chose, à mon avis. On ne peut pas revenir en arrière sur Internet. Et c'est vrai qu'Internet réveille souvent ce qu'il y a de pire chez les gens. Et vous dites, globalement, je ne crois plus aux idées. Oui, moins, beaucoup moins. Je crois aux hommes. Oui. En qui croyez-vous, alors? Je parle des hommes politiques. Ah, les hommes politiques. Mais là, j'en parle pas. Hein. Non, vous n'en parlez pas. J'en parle pas parce que j'ai pas de... Je parle de Bernard-Henri Lévy, par exemple, parce que là, nos désaccords sur ces sujets, genre Europe, tout ça, sont connus. Mais c'est un type bien, si vous voulez. Emmanuel Macron? Emmanuel Macron, j'en parle pas parce que c'est très difficile d'en parler. Enfin, je ne comprends pas cet homme. Vous l'avez rencontré plusieurs fois? Oui, je l'ai rencontré 2 fois, oui, dont une où vous étiez là d'ailleurs, enfin, c'est Légion d'honneur, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas en lui, oui. Donc je préfère ne pas en parler du tout, quoi. Dernier point, avant d'accueillir Raphaël Enthoven pour un débat qui vous tient à cœur, encore une fois, sur la fin de vie. Est-ce qu'il est plus périlleux, est-ce que vous diriez qu'il est plus périlleux aujourd'hui d'être un artiste qu'hier? Est-ce que vous soupesez davantage les mots que vous écrivez? Enfin, on a vu que ce n'était pas tellement le cas quand vous donnez des entretiens, ça c'est sûr. Vous avez fait votre mea culpa. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez moins libre, plus attaqué? Il y a les fameux, en anglais, on dit rewriters, ceux qui réécrivent les textes pour être sûr qu'on ne blesse aucune minorité. Oui, ça c'était... Bon, mais je veux dire, ça, je ne suis pas encore directement menacé. Ça, je serais menacé après ma mort, si vous voulez. Là, par exemple, on s'est attaqué à Agatha Christie, ce sera un gros morceau. Hein. Il y a des choses à changer très, très souvent chez Agatha Christie. Mais est-ce qu'on est plus menacé? Oui, il y a un côté plus gaieté. Jeu de massacre, oui, quand même. Oui, c'est devenu un peu un jeu de massacre. Qui touche quand même plus les gens encore plus célèbres qu'un écrivain, je veux dire. Les acteurs? Les acteurs et les hommes politiques, mais ils réagissent différemment. Bon, par exemple, puisqu'on était dans le genre sextape, Benjamin Griveaux a carrément arrêté sa carrière politique. Enfin, il a arrêté, non, il a vraiment arrêté. Donc, il y a des gens encore plus en vue, donc plus menacés. Mais il y a un côté jeu de massacre qui est malsain, oui, qui s'est développé, qui existait moins quand j'ai commencé à écrire, oui.